Pour moi, l'e-commerce, ça coûte cher, c'est compliqué, il faut du stock, il y a plein de compétences et machin. En quoi est-ce que ça a une bonne synergie, ces deux stratégies ? Tu peux pas imaginer l'impact que peut avoir une action très simple que tu mettrais en place aujourd'hui dans ta vie. Moi, un truc que j'aime vraiment faire, à chaque fois que j'ai une association, avant de démarrer l'association, je dis On va faire 100 sites internet, on va aller chercher 1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois. C'est pas compliqué de bâtir une boutique qui fait 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. C'est un problème de pauvre, de croire que tout est lié à l'oseille. au lieu de me dire comment faire ça, je me dis qui peut m'aider à atteindre cet objectif. Tant qu'on a la même vision, qu'on a les mêmes envies, ça se passera bien entre nous. Parce qu'en fait, on va au même endroit. On veut gagner de l'oseille et faire grossir un truc. Aujourd'hui, je reçois Enzo Honoré. Je suis très content de te recevoir ici. Tu as 130 shops aujourd'hui dans ton parc en e-commerce. Tu as fait 16,8 millions en e-com l'année dernière. Tu as récemment exit une partie de ces shops. On va en parler aujourd'hui dans ce podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Enzo, comment tu vas ? Merci Valère pour ton invitation. Je suis très content d'être ici avec toi. Je découvre ta génération, là, cette génération de crève la dalle de 20 piges qui ont déjà fait des trucs incroyables, structuré des boîtes, scalé à un niveau démentiel. Et je suis très content d'avoir cette conversation avec toi. Je pense qu'elle va être très rafraîchissante et j'espère pouvoir partager un maximum de pépites et de patates parce que bon, malgré tout, les vieux, on n'est pas encore fini. 100%. Du coup, moi, je me souviens, avant de commencer, on va parler du coup beaucoup d'e-com, de Q4, de comment est-ce que tu manages 130 shops. C'est quoi la méthode que tu mets en place pour faire 16,8, donc plus d'1 million par mois, ce qui est beaucoup. Quelle est la stratégie de scaling? Donc, on va parler de tout ça. 6,8 l'année dernière. On a dépassé les 15 millions d'euros de CA total depuis 2020 où on s'est lancé sur cette stratégie SEO, SEA. Et on fait 6,8 l'année dernière. On fait 1 million en juillet, il y a 2 mois là. On a dépassé le million par mois à partir de 2023. C'était un des objectifs. On l'a atteint entre novembre et décembre 2023. Première année, on l'explose. Deuxième année, on l'explose encore, mais on améliore la marge. Et là, cette année, je sais pas, peut-être que ça va faire entre 9 et 10 millions, peut-être. On va voir le Q4. 10 millions, c'est propre. On va voir le Q4. Encore une fois, l'e-com et Q4, ça, c'est magnifique. Donc moi, juste avant de commencer, je voulais te remercier parce que ça fait un moment que je te suis. Et c'est la raison pour laquelle on est là, effectivement. Je l'avais dit en vidéo que je te suivais depuis longtemps et que tu m'avais beaucoup inspiré. Tu étais l'un des rares sur le marché français qui m'avait inspiré à mes débuts. Donc merci pour ça. Tu avais fait de l'excellent contenu qui m'a aidé vraiment dans ma carrière entrepreneuriale. Donc aujourd'hui, on se retrouve là. Je leur ai dit au Valère de plus jeune. Il aurait trouvé ça insane. Valère qui commence dans sa chambre et qui travaille 12 heures par jour. T'auras Enzo Honoré sur ta chaîne. Bref, il aurait été trop content. Donc je suis vraiment ravi de te recevoir aujourd'hui. Merci pour le contenu que tu as créé. Tu m'as aidé dans ma carrière entrepreneuriale. Donc c'est top pour ça. Donc je suis vraiment content de te recevoir ici. Toi, Enzo, comme tu l'as dit, Moi aussi. tu fais beaucoup d'e-commerce. Tu as une stratégie qui est basée sur le SEO et le SEA. Est-ce que tu peux nous en dire plus rapidement sur ta stratégie pour qu'on ait une overview de ce que c'est exactement ta stratégie aujourd'hui? Complètement. Bon, et avant ça, déjà, j'aimerais te dire merci parce que les gens n'imaginent pas peut-être la frustration que ça peut être de créer du contenu derrière une caméra tout seul dans sa chambre. Mes premières vidéos, je suis dans ma chambre d'enfant chez mes parents avec un bordel éclaté partout, à essayer de répéter des trucs que j'ai vus sur d'autres vidéos, à essayer de répéter des bouquins que je suis en train de lire pour essayer de changer ma vie. Je suis à fond dans une rat race où je me lève tous les matins pour aller vendre des trucs, mais avec un espèce de rêve enfoui de « il y a autre chose pour moi ». Quelque chose de plus grand, quelque chose une vraie liberté. Il y a un truc qui m'attend, tu vois. Je sais pas quoi, je sais pas comment, mais il y a un truc qui m'attend. Et alors, bien évidemment, avec le temps, les contenus se sont améliorés, les rencontres ont été de plus en plus inspirantes. Mon tour du monde m'a amené plein de belles rencontres et opportunités. Mais ça part de là. Et il faut pas l'oublier. Donc, merci à toi pour ce jeune Valère qui regardait les vidéos et qui était inspiré. Et merci à ce jeune Enzo, ce jeune fougueux. Moi, j'avais 23 ans du coup quand j'ai commencé, quand j'ai quitté officiellement mon taf et que j'ai commencé cette aventure. J'ai commencé le contenu un peu avant, de s'être lancé. Et si aujourd'hui, toi, derrière ta caméra, là, t'hésites, tu te poses la question, tu as peur du regard, du jugement des autres, oublie tout ça et regarde cette réunion magnifique de l'Internet et la beauté que peut créer Internet. Tu ne peux pas imaginer l'impact que peut avoir une action très simple que tu mettrais en place aujourd'hui dans ta vie. Ce ricochet, il peut être énorme. Il peut bien évidemment générer des millions. Mais dans mon cas, il m'a permis aussi de rencontrer ma femme à l'autre bout du monde. C'est infini le champ des possibles quand tu commences à jouer avec. Donc,
vas-y, lance-toi et kiffe bien. Et merci du coup Valère pour créer cette réunion aujourd'hui. Non, bah très content, j'aurais pas dit mieux et bah merci encore à toi. Franchement, c'est cool d'avoir accepté et d'avoir continué à créer du contenu et d'avoir été continué pendant tant d'années. Je pense que c'est ça en vrai l'enjeu de l'entrepreneuriat. C'est pas faire beaucoup d'argent, mais surtout durer. Comme tu as dit, ça fait plus de 10 ans que tu as commencé et tu es toujours là et rien que ça, en vrai, c'est un vrai achievement d'être toujours là en place, toujours installé. Alors, comme tout le temps, il y a des hauts, des bas, des bas, des hauts, mais Bien sûr. t'es toujours bien là. T'as fait plus d'1 million, comme t'as dit, en juillet, donc t'es quand même bien là. Donc, félicitations Ah oui, pour non, ça. d'un point de vue business, on n'a jamais gagné autant d'argent. D'un point de vue business, on n'a jamais gagné autant d'argent. D'un point de vue vidéo, impact, etc., j'ai fait beaucoup plus de vues 2018, entre 2018 et 2021. Mais on est toujours là, on continue de poser une pierre par jour, on change un peu de stratégie, on évolue, on grandit. Bref, l'entrepreneuriat, effectivement, c'est ce marathon qui évolue en permanence. Par rapport à la stratégie SEO, SEA, moi j'ai commencé assez basiquement. À l'époque, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Il y avait un mec qui s'appelait Sébastien Cerise qui a amené en France le concept du drop, quoi, hein, grosso modo, à travers un autre infopreneur très connu qui s'appelle Laurent Chenot. Et il y a ce mec, moi à l'époque je suis commercial dans le web, j'ai des clients qui font de l'e-commerce. Pour moi l'e-commerce ça coûte cher, c'est compliqué, il faut du stock, il y a plein de compétences et machin. Et puis il y a ce mec qui vient et qui dit 500 $ par jour. Tu peux démarrer en faisant littéralement une capture d'écran AliExpress, l'utiliser en publicité Facebook, connecter ta boutique avec Oberlo et Shopify et tu fais 500 balles par jour. Alors, bien évidemment, dans les faits, c'était pas aussi facile. J'ai mis 9 mois avant de faire mes premières ventes. Sauf que j'ai décidé d'écouter ce mec, en fait. Et à l'époque, je ne savais pas ce que c'était un webinaire, mais je regarde ce webinaire. Pendant que je regarde le webinaire, j'ai un deuxième écran et je suis en train de bâtir ma boutique. Braceletsbouddha.fr. Et ça démarre, en fait. Tu vois, cette aventure-là démarre. Et donc, je fais ça jusque 2018. Et puis, comme beaucoup de gens peut-être le savent ou l'ont vécu, Meta banne des comptes à tour de bras. Ces stratégies de produits gagnants, elles s'essoufflent. J'arrive plus à rien lancer. Donc j'ai eu plusieurs winners, hein, grosso modo. J'atteins à peu près début 2018 le million d'euros de chiffre d'affaires au total avec mes différentes boutiques que j'ai pu faire. Donc c'était plus d'argent que je pouvais en imaginer, tu vois. Mais la stratégie, elle s'essouffle et j'ai 50 000 balles à ce moment-là. J'avais ce rêve de créer une équipe, donc j'avais recruté des mecs et tout, machin, pour essayer vraiment de structurer quelque chose. Et je vais dépenser 50 000 balles en testing, sans rien faire. Comme tu as commencé à gagner de l'argent, tes testings, c'est plus 30 balles par jour. Tu mets 200 balles, il faut que ça aille vite, il faut machin. Et je lance plusieurs produits en même temps parce que je sais que c'est pas le premier qui va prendre. Et là, en quelques semaines, je brûle tout ce que j'ai d'économie, tu vois. Et donc, je fais un peu un burn-out. Je dis, allez vous faire enculer, le dropshipping, c'est pour les has-beens. Et je vais aller méditer et prier en lin blanc dans les champs. Et je vais mettre quoi, 6 mois de pause à peu près, 9 mois de pause. Beaucoup de développement personnel, beaucoup de remise en question aussi. Euh, je pense que j'avais gagné beaucoup d'argent assez tôt, ça m'avait retourné le cerveau. Et en fait, le problème, c'est quand tu n'arrives pas à répliquer, bah, la première chose que tu te dis, c'est pas ma stratégie elle est mauvaise ou je bosse de la mauvaise manière. C'est bah, je suis incapable, je suis incompétent et finalement j'ai eu de la chance avant. Donc tu as une vraie baisse de confiance en soi. T'as un espèce de trauma, tu vois. T'es au fond du trou et t'es en train de creuser que t'appelles. Et donc là, à ce moment-là, il faut que tu puisses justement prendre du recul et te recabler correctement pour repartir. Et puis en repartant, je lance un accompagnement parce que sur le chemin, j'avais quand même développé des compétences, créé une communauté. Et je lance un accompagnement avec des entrepreneurs avec un objectif de faire un groupe 8-10 personnes et de les aider à développer business de service, peu importe, les aider à scaler, à avancer. Et puis il y a ce mec qui est en train de lancer une agence WordPress, qu'il est freelance à l'époque, et il avait lancé une boutique pour apprendre le SEO. Chakra Shop, tu vois, la fameuse boutique de bracelet Bouddha que tout le monde a vu 10 fois. Sauf que lui, il la lance en se disant, si les cassos de dropshippers, ils arrivent à gagner de l'argent, moi aussi, je peux gagner de l'argent. Tu vois, c'est intéressant. Il arrive un peu avec un point de vue où il se sent supérieur parce qu'il a des compétences techniques, parce qu'il a bossé en agence, etc. Et effectivement, il va pas du tout suivre les codes
Tu vois, du dropshipping tradi. Il va faire des sites qui sont vraiment épurés, très qualitatifs, avec vraiment une vision agence, plus qu'avec une vision dropshipping. Mais bon, ça faisait pas beaucoup d'oseille, tu vois. C'était mou, rien de quoi m'intéresser. Et puis il lance une deuxième boutique. Et là, il va vendre du tableau en ligne. Et là, ça va commencer à accélérer beaucoup plus fort, jusqu'à faire 500, 600, 700 balles de CA par jour. Et là, je me dis, tiens, il a compris un truc. Et donc à ce moment-là, je lui dis, ok, je veux une boutique. Parce que lui, littéralement, hein, il vendait des sites WordPress aux commerçants d'à côté, tu vois. Donc, il vendait des sites à 2 3 000 balles. Il faisait des prestos et monsieur et madame tout le monde. Et donc là, je lui achète une première boutique. Il me dit, ok, tu vas vendre des peluches. Je lui dis, bah ok, hein, pourquoi pas. Moi, je m'en fous. Je lui dis, je veux comme toi. C'est-à-dire, je veux un business qui tourne, sur lequel j'ai pas besoin de bosser tous les jours pour faire de la pub. Je veux un business qui soit avec des marges très intéressantes. Et je veux un business. Lui, il bossait sur ses business uniquement le samedi quand il faisait pas de freelancing, tu vois. Pour moi, le SEO, c'était mort. J'entends parler de SEO déjà depuis 10 ans. Moi, je faisais déjà partie d'agences techniques avant. Donc, pour moi, le SEO, ça faisait pas beaucoup d'oseille. C'était déjà saturé. Il n'y avait pas vraiment d'opportunité. Moi, l'opportunité qui avait changé ma vie, c'était Meta Ads. Tu vois. Sauf que je voulais plus en entendre parler. Et là, ben, je découvre qu'en fait, c'est pas mort du tout, le SEO. Bien au contraire, en fait, il y a un gruyère énorme avec des trous partout. Alors oui, tu vas pas te lancer du jour au lendemain en essayant de vendre des assurances sans compétences et sans budget. Mais sur plein de niches, il y a des opportunités qui sont énormes. Et surtout, en fait, comme tout le monde s'est fait bâcher sur Meta, il y a plein de dropshippers qui ont disparu. Et en fait, il y a très peu de dropshippers qui font du Google Ads. Donc ça veut dire qu'il y a des opportunités en publicité qui sont énormissimes. Et là, moi, je me dis, bon, bah, le mec, lui, il n'est pas e-commerçant à la base. Moi, je vais appliquer toutes mes compétences e-commerce sur son modèle et ça va tartiner. À ce moment-là, je suis au chiottes dans mon appart à Punta Cana, tu vois, et je suis en train de scroller et je vois cette peluche, cette pieuvre réversible. Vous l'avez tous vu, là, ce produit arrivé de nulle part. La vidéo avait été lancée il y a 24 heures. Elle avait 4 millions de vues aux US. Ouais, je me dis, putain, le truc, ça tombe bien, tu vois. J'ai une boutique de peluches. Je copie la vidéo à l'ancienne. Tu prends la vidéo, tu copies la vidéo, tu refais un peu le montage, tu intègres le produit sur ta boutique et tu lances. Et ça marche instantanément. Instantanément, on passe à 500, 800, 1000 euros de chiffre d'affaires par jour. Et c'est ce qui va lancer ma boutique de peluches que j'ai lancée du coup en 2020. Et pour info, uniquement sur le marché français, l'année dernière, c'est 700 000 euros de CA, cette boutique. 5 ans plus tard, tu vois. Donc c'est ça qui était intéressant. Tu avais une vraie vision long terme, tu avais la vraie vision de construire un actif qui allait durer dans le temps, ce qui était complètement différent que mes boutiques Shopify, que quand on voit plus de trafic, bah, il se passe plus rien et c'est de la merde, ça vaut plus rien, tu vois. Donc là, vraiment, moi, ce qui m'a plu, c'est qu'on crée un vrai système. En plus, on n'était pas sur Shopify. Alors, c'était intéressant parce que ça faisait une différenciation. Lui, comme il voulait développer du WordPress, on faisait tous les sites en WordPress. Donc, ça coûtait beaucoup moins cher en maintenance, en applicatif et tout ça. Par contre, bon, c'est une vraie merde à maintenir et à gérer, mais ça, c'est un autre problème. Et donc, on avait ce truc où on créait des actifs qui étaient long terme, qui étaient rentables, qui étaient stables et qui allaient tous les mois apporter du revenu. Je bâtis une deuxième boutique. Et là, littéralement, j'ai un assistant à Madagascar, un média buyer qui gère mes pubs sur Google. Je fais 10, 15 cas par mois sans bosser. Parce que quand ta boutique elle tourne, t'as pas grand chose à foutre, tu vois. Et là, bah, comme d'habitude, alors c'est génial parce que moi j'étais à Punta Cana à ce moment-là, on était en train de déménager, donc c'était cool, j'avais du temps et tout. Mais assez rapide, j'en ai deux, ça marche. Lui, il en a une, il en a deux, ça marche. Si on en avait 10, il se passe quoi? Et si on en avait 20, il se passe quoi? Là, vraiment, je lui ai dit, écoute, tu as une opportunité, un modèle qui est duplicable, qui est scalable, qu'on peut revendre. Et arrête tout ce que tu fais là, tes sites internet pour les boucher, et sors-moi plus de sites internet. Ça met du temps, beaucoup de temps, on passe le Q4. Je le fais venir en République dominicaine, j'organise un petit mastermind ici. Pina colada, tableau blanc. Et là, je lui explique pourquoi est-ce qu'il faut impérativement qu'on s'associe et qu'il arrête de faire des conneries, tu vois. Ça faisait 3 mois que je le travaillais au corps. En attendant, j'avais lancé une troisième boutique. J'avais même essayé de lancer une boutique avec un autre pote. Tu vois, je lui ai acheté la niche à lui
Et avec un autre pote qui sait faire du WordPress, on a dupliqué les sites qu'on avait pour essayer de lancer, ça marche pas. Je dis putain, le bâtard, il m'a pas donné les secrets, tu vois. Il m'a pas donné une info, un truc. Et du coup, à Punta Cana, on décide de s'associer. Et là, je lui dis écoute, on va pas faire 10 ou 20 sites, on va faire 100 sites internet, on va aller chercher 1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois. Et comme ça, toi, tu auras tout le capital pour recruter des développeurs haut de gamme comme tu as envie de le faire et derrière pouvoir bâtir une startup sans avoir à faire la pute et demander du financement. Ça, c'était son objectif. Et moi, l'objectif, c'était de faire une machine à cash, quoi. Une grosse vache laitière qui allait pouvoir alimenter plein d'autres projets par la suite. Ça nous a pris 3 ans avant de faire le million de CA et aujourd'hui, on est dans la 5e année. Et du coup, bah, félicitations, SEO, SEA. Donc, tu combines le SEO Google, donc le trafic organique de Google, en même temps le trafic, donc tu fais majoritairement du Google Ads. En quoi est-ce que ça a une bonne synergie, ces deux moteurs, enfin ces deux stratégies? Là où c'est magique, c'est que plutôt que d'essayer de vendre n'importe quoi à n'importe qui, ce qu'on fait littéralement quand on fait de la pub d'interruption, c'est-à-dire du Meta Ads, TikTok Ads, etc., tu prends ton produit, tu cours dans les rues comme un espèce de dégénéré et tu dis à tout le monde regardez, mon produit est génial, vous devriez l'acheter. Littéralement, c'est ça, faire de la pub d'interruption. Là, la différence, c'est qu'on va aller voir des gens qui tapent sur Google en disant recherche coque iPhone 17. Et toi, tu viens avec un site qui est propre, le bon produit, au bon prix, et tu lui dis, voici ce que vous cherchez. Et donc, en fait, on va travailler ce qu'on appelle avec du trafic intentionniste, c'est-à-dire un trafic qui a déjà montré une intention d'achat. Et là, du coup, bah, les taux de conversion sont plus intéressants, la publicité est plus intéressante, plus rentable, moins chère. Et, euh, et c'est là-dessus, en fait, que repose toute la stratégie. Et en fait, le SEO, SEA, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans 100% des business que je lance, que ce soit de l'info pro, du service ou de l'e-com, je pars de là, c'est de partir d'un besoin. Faut arrêter de chercher d'envoyer des fusées sur la Lune et de vendre des produits dont tout le monde s'en bat les couilles. Il faut vendre quelque chose qui répond à un besoin qui a déjà été identifié sur un marché. Et donc pour ce faire, bah, génial, hein, on a des outils qui nous permettent de savoir exactement ce que les gens recherchent sur Google tous les mois, le nombre de personnes qui recherchent ça tous les mois, le volume et le pourcentage d'intention de recherche, que ce soit d'intention d'achat ou au contraire de recherche juste pour rechercher de l'information. On a le coût par clic moyen sur Google Ads, on a le niveau de compétition, on a les sites internet des compétiteurs. Bref, tu as l'intégralité des données qui t'est présentée comme ça. Et donc, tu es capable de faire une vraie étude de marché. Et donc, c'est ce qui rend le truc incroyable, c'est que tu vas être capable de vraiment creuser le business avant de le lancer, de t'assurer de gagner de l'oseille, et tu vas bâtir un actif avec ton SEO, tu vas bâtir un actif qui va se positionner sur le long terme et répondre à une demande existante. Grosso modo, le SEO, c'est une bonne structure avant de te lancer, techniquement un site optimisé et suffisamment de contenu pour que Google comprenne que tu es un expert de ta niche. Et ensuite, tu fais toute une optimisation sur ta boutique en mode un peu agressif d'un point de vue marketing pour que, oui, tu répondes aux besoins du SEO, mais tu répondes aussi aux besoins d'un trafic que tu vas payer et qui a un besoin d'achat immédiat de suite pour que ça convertisse en SEA. Et donc, en fait, tu te rends compte que tu es capable, de bâtir un actif sur le long terme et de convertir en publicité immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Pour que le SEO monte, il faut que tu aies du trafic, il faut que tes visiteurs passent beaucoup de temps, il faut que tu aies un taux de rebond qui soit acceptable, et il faut que quand tu sois un site e-commerce, que tu aies un taux de conversion qui soit important. Quand tu envoies du trafic payant qui t'amène toutes ces métriques-là, ton SEO monte. Et donc, quand ton SEO monte, tu fais de la marge tous les mois sur ton actif. Cette marge que tu es capable de réinvestir en pub pour écraser tes compétiteurs, par exemple, ou pour gagner plus de parts de marché. Donc, en fait, il n'y a aucun intérêt de faire l'un sans l'autre. Et je ne comprends pas les mecs qui font du SEO et qui font pas de pub. Et je ne comprends pas les mecs qui font de la pub sans faire du SEO. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la synergie, en fait, elle est évidente. Les deux vont vraiment l'un vers l'autre. Et même aujourd'hui, tu vois, là, j'ai lancé par exemple un monoproduit où je suis en train de créer une marque. Mes premières ventes, je les ai faites en SEO.
Parce que, en fait, il suffit de poser un peu la structure, d'utiliser les bons mots-clés, de comprendre un peu comment Google travaille. Et à partir de là, tu vas bâtir en fait un réceptacle que même si tu envoies des influenceurs du TikTok ou du Facebook Ads, eh ben, ta boutique, elle va grossir sur le long terme et elle va prendre en valeur. Un nom de domaine, ça a de la valeur. Un site internet qui génère du trafic tous les mois et de la renta tous les mois, ça a de la valeur. Et c'est là, en fait, où ça débloque aussi, si tu veux, la dernière partie de notre plan, qui était la valorisation et la revente. 100%. Bah, ça fait vraiment sens. Moi, je fais beaucoup aussi de Google Ads. Et justement, mais je fais aucun SEO. Enfin, bon, après, peut-être que je vais m'y brancher, mais on a lancé ça il y a moins d'un an de toute façon. L'e-commerce, at scale, at scale. Mais clairement, en gros, hein, tu vois, tu reprendrais certainement ton travail, tu poserais quelques bases SEO, t'enverrais quelques liens, quelques centaines d'euros à droite, à gauche, peut-être une petite optimisation de structure en fonction de ce que tu as fait. Et en fait, bah, tu aurais ta boutique qui, mécaniquement, plus tu balancerais de l'ADS, plus elle gonflerait seule en fait en SEO. Ouais, 100%, ça fait sens. Nous aussi, un truc sur lequel on se focus énormément sur tous nos shops e-com, c'est l'exit. Et c'est pour ça qu'on va aller justement créer des parcs de shops dans la même niche. Et comme ça, on vend non pas un seul Exactement. shop, mais on vend des parcs de même niche. Et comme ça, l'acheteur, il achète la niche en question. Oh, il y a des niches, j'ai 5 sites, hein. Je suis ma compétition numéro un, numéro 2, numéro 3 en SEO et sur l'ADS. 100%. Ah bah, On a 100%. verrouillé, on crée des barrières à l'entrée, quoi. Ah Ouais. bah, c'est important. En vrai, c'est vraiment puissant, ça, hein. C'est vraiment important. Et puis même quand t'exites, tu vends les 5 en même temps à un meilleur prix. Enfin, c'est vraiment pas mal. Et du coup, je me demande sur la partie du coup Google Ads, toi, tu fais quoi? Tu fais du search, tu fais du keyword, c'est quoi un peu ce que tu mets en place sur ça? Alors en amont, on parlait un peu de Pmax. Donc le Pmax, c'est un peu c'est un peu le mal chez nous. Le Pmax, c'est une boîte noire. On n'a pas accès. Alors même si de plus en plus ils développent et ils ouvrent l'accès à cette boîte noire, euh, 80% de notre chiffre d'affaires c'est du shopping. D'accord. Donc 80% du chiffre d'affaires c'est du shopping. Euh, Et 20% c'est tout le reste, quoi, tu vois. Donc vraiment, shopping est le moteur numéro un. Donc l'idée, c'est vraiment, les gens tapent une recherche, les produits qui sortent en dessous, là, nous, on est là. Il faut qu'on se positionne dans les 5 premiers résultats et en général plusieurs produits. Et c'est de là qu'on va faire notre trafic. Donc bah, bien évidemment, les titres de vos produits sont importants, les photos sont importantes, les prix sont importants. Comme c'est un comparateur de prix, contrairement des abrutis qui font du produit gagnant sur Meta, on ne peut pas vendre un produit 10 fois son prix. Parce que nous, on va être systématiquement mis en concurrence. Il faut comprendre que Google Shopping, c'est un comparateur de prix. Donc ça nous oblige à travailler dans une tranche un peu différente. Et donc, nous, c'est 80% du CA en shopping. Et bien entendu, on a un peu de search, on a un peu de branding et on a une DCA qui va tourner à partir du moment où la boutique elle est suffisamment développée. Donc du DCA, c'est cette pub dynamique qui va envoyer plein de créatives sur l'intégralité du réseau. Même si ces pubs-là, c'est un peu du scaling, c'est très très faible. Et puis quand on a une boutique qui va vraiment tourner fort, comme par exemple notre boutique de peluches, on va à un moment donné lancer des catalogues un peu sur Facebook pour voir un peu ce qui fonctionne. Ou si on a vraiment des produits winners qui sortent du lot, faire de la création de contenu et commencer à lancer quelques petits budgets pour voir ce quoi. Ouais, donc tu mets un peu toutes les stratégies en place tout au long de l'année. Le Q4, ça passe à la caisse. Exactement. Maintenant, nous, la base de la stratégie, c'est SEO, SEA. En général, on lance une boutique. Au lancement de la boutique, on a lancé nos premières campagnes de SEO. Donc la structure, elle est bonne, la technique est bonne. On lance nos premières campagnes. Donc on achète du backlink. On a lancé un site internet avec 500, 700 produits. On lance nos premières campagnes de backlink. On lance nos campagnes publicitaires. À partir de là, en général, on va mettre 3 mois à être rentable. Donc être rentable, ça veut dire quoi? Ça veut dire le temps que les campagnes Google Ads obtiennent un ROAS à peu près entre 2,2, 2,4, 2,6, 2,8 en fonction de la niche et de nos marges moyennes. Et à partir de là, on a un actif supplémentaire qui printe du cash tous les jours. Et en fait, notre stratégie de scaling, ça a été de faire de l'horizontal. C'est beaucoup plus facile de faire de 0 à 1 que de 1 à 10. Ça ne demande pas les mêmes compétences, ça ne demande pas la même structure, ça ne demande pas les mêmes équipes, ça ne demande pas la même formation. Et donc nous, en fait, on a tout simplement en se disant, c'est pas compliqué de bâtir une boutique qui fait 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Tu vois, on part de ce postulat-là. Ok, je vais essayer d'en faire le plus possible. Parce qu'une boutique qui fait 10 000 euros de chiffre d'affaires, ça fait à peu près 2 000 euros de marge, 2 200, 2 300 euros de marge. Et je vais m'en faire le plus possible. Allez, j'avais une stratégie un peu, tu sais, comme dans l'immobilier.
J'imaginais un peu l'immobilier de l'e-commerce, avoir le plus d'appartements et de maisons, d'immeubles possibles qui me crachent des loyers tous les mois et pouvoir revendre à un moment donné, tu vois, l'actif. 100%. Un truc intéressant aussi avec la comparaison que tu fais vis-à-vis de l'immobilier, c'est que le shop, quand il tourne en SEO, il tourne longtemps. Tu le disais, tu as des shops qui sont là depuis plusieurs années, ton shop de peluche notamment. Ça dure longtemps. C'est contrairement au Facebook Ads, et c'est d'ailleurs pour ça que moi aussi, je fais pas mal de Google Ads aussi. C'est quand tu runs en Google. Bon, nous, on fait de la PMAX, on Ça va aller faire ça tourne. avec du YouTube, du retargeting en display, etc. Enfin, c'est une autre stratégie. Mais quand ça tourne pendant longtemps, quoi. Et surtout, si tu Hmm. rajoutes du SEO, ça, c'est toute la puissance de ta stratégie. Et je trouve ça vraiment astucieux. C'est que ça tourne longtemps. Tu cut les ads, il y a toujours du trafic, donc il y a toujours des ventes. Et surtout, Exact. quand tu as 5 shops dans la même niche en SEO plus en SEA, le moment où tu exites ton shop, enfin du coup ton parc de 5 shops dans la même niche, là c'est pas les mêmes multiples que tu vends. Exactement. Nous, ce qui nous a renforcé aussi la vision, c'est qu'on a commencé à discuter avec des gens qui rachetaient des business et qui vendaient des business e-com. Et la première question, c'était sans ads, combien vous gagnez tous les mois, tu vois. C'était le SEO, combien il génère de trafic, combien est-ce que vous faites d'oseille juste en SEO. Et donc, c'est là où on a investi encore plus en SEO, en développant le business. Et en fait, c'est tout simple, hein, mais un business e-com, il y a quand même des marges qui sont assez faibles, contrairement à l'info pro, sur lesquelles les marges sont beaucoup plus intéressantes. Et donc, en fait, il faut devenir un expert d'aller gagner 1, 2, 3% de marge un peu partout. Et en fait, quand tu fais 10% de ton CA en SEO, mais en fait, c'est cette marge-là qui va faire la différence. C'est ce qui va te permettre d'écraser tes compétiteurs en ads. Ouais, 100%. Et 100%. Donc aujourd'hui, tu m'as dit aussi que tu avais vendu une partie de ces shops. Quelle partie à peu près? Est-ce que tu peux nous dire un peu le multiple qui a été fait? Moi, j'ai récemment aussi vendu plusieurs de mes shops il y a plusieurs mois de cela. C'est une expérience intéressante auquel, alors j'ai pas fait le plus gros multiple de ma vie, mais j'ai quand même pris un bon billet. C'est une expérience intéressante. C'est le premier exit auquel je suis confronté sur un business. J'ai vu ce que les Ouais. investisseurs y recherchaient, ce qu'ils recherchaient pas, des trucs où je pensais que ça allait être super important, mais en fait non. Mhm. Bah déjà, la première question que j'ai à te poser, c'était quelle tranche de business en termes de valo? C'était de l'e-com à moins d'un million. On a vendu à moins d'un million, donc plusieurs centaines de milliers. Plusieurs centaines de milliers. Donc déjà, tu vois, déjà quand tu passes les 200, 300 milliers, 1000 euros ou 1000 dollars, peu importe, c'est pas la même typologie de personnes avec lequel tu es confronté. Donc grosso modo, en fait, il y a un range entre 0 et 50 000. Ensuite, tu as un range entre 50 et 150 qui là peut être quasiment tout particulier qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat ou tout entrepreneur qui commence déjà à rouler sa bosse et qui a envie d'acheter un actif supplémentaire. Et au-dessus de ça, tu vas commencer à être confronté à des boîtes un peu plus grosses, à des family office, à des gens qui ont déjà l'habitude d'acheter, etc. Et qui du coup vont te demander aussi des choses complètement différentes. Moi, j'ai revendu des shops à 40 000 balles. Le mec, il a aucune idée de ce qu'il est en train de faire en fait. C'est toi qui vas dicter comment l'échange va se passer, c'est toi qui vas donner tous les documents parce que toi tu as l'habitude et tu sais, mais lui en face, il nage complètement le mec, tu vois, il a besoin au contraire d'être guidé. Donc nous, on a revendu plein de boutiques tout au long de notre développement pour aller chercher des exits, parfois du cash flow, par envie, par challenge intellectuel parfois. On a revendu des boutiques entre 0 et 100 000 balles. C'est assez facile à faire. L'étape du dessus, elle est plus compliquée. Typiquement, en général, quand tu revends un business plus de 200 000, les gens vont chercher non plus à acheter uniquement l'actif, mais à acheter potentiellement la société complète avec les fournisseurs, avec tout ce que tu as pu établir en termes de contrat, etc. Donc voilà, en fonction de la taille du deal, ça va être complètement différent. Donc nous, on a revendu plusieurs boutiques comme ça au fur et à mesure, soit en direct parce que j'ai un peu de visibilité et donc mécaniquement, il y a des deals qui se font parce qu'il y a des investisseurs dans la commu, soit en passant par Dotmarket, qui est notre partenaire avec lequel on travaille, qui est la plateforme numéro 1 française dans l'achat-revente de sites e-com. Ils revendent aussi des sites d'affiliation, des sites de contenu. C'est Kevin Jourdan, un ancien du SEO et de la création de sites de contenu, qui a monté ça. Et c'est pas mal. Mais on a également fait des deals avec d'autres brokers aussi, qui ont d'autres publics, hein, tout simplement, d'autres audiences, d'autres investisseurs avec qui ils travaillent. Donc nous, ça s'est passé comme ça pour les premières reventes qu'on a faites. Et puis là, il y a quelques mois, donc moi, ça fait 5 ans du coup que je développe ce projet où j'y mets mon temps, mon sang, mon oseille aussi. La première année, on n'a pas pris de salaire pour pouvoir réinvestir l'intégralité du cash flow dans la croissance.
Et avec mon associé, on commençait vraiment à avoir une vision qui était différente. 5 ans plus tard, on commençait à se désolidariser. Et moi, je commençais clairement à en avoir ras le cul en fait, de faire la même chose au quotidien. J'avais pas la meilleure partie du business parce que lui, du coup, a continué à développer son agence en parallèle, qui a d'ailleurs dépassé le million d'euros de CA. Et en fait, on a vraiment bâti un écosystème de boîtes où tu avais l'agence qui était capable de faire de la presta, tu avais une agence media buying qui était principalement l'agence de Johan à qui on envoyait du business, il y avait la formation en ligne, il y avait nos propres sites internet, il y avait les sites internet qu'on bâtissait pour revendre. On a créé en fait un écosystème de boîtes. Ce que je recommande à tout le monde d'ailleurs, hein, plutôt que de chercher à essayer de bâtir une boîte, bâtir un écosystème de boîtes au final est beaucoup plus facile, même si ça paraît contre-intuitif ou contre-productif, parce qu'en fait, tes boîtes ont besoin de l'une en elles pour fonctionner. Et donc, si tu trouves les bons partenaires, bah, ça fait que tu es en train de bâtir plus d'actifs, plus vite, plus fort en fait. Mais je pense que tu es d'accord avec moi vu que tu fais des stratégies qui sont similaires. Et donc, on a bâti cet écosystème de boîtes, mais du coup, en gros, la gestion de l'e-commerce au quotidien, elle me revenait. Donc, on a bâti une équipe de 30 personnes. Ça s'est fait progressivement, bien évidemment. Mais en gros, mon quotidien, là, c'est 50 000 SKU, c'est gérer des colis qui n'arrivent pas chez les clients, c'est gérer les problèmes avec la Chine. Et en fait, oui, ma stratégie, elle fonctionne, elle est géniale et elle nous a permis de scaler jusqu'à l'année dernière plus de 6,8 millions de CA. Mais les problèmes scale aussi. Parce que chacune de nos sites internet a 600, 800 produits. Quand je vous dis que j'ai 130 sites internet, j'ai 130 URL. Alors, il y a certains sites, parce qu'après, on est parti conquérir l'Europe. J'ai un site sur le marché français et j'ai une duplication sur 4-5 marchés. Donc là, c'est cool, parce que c'est le même produit. Donc potentiellement, quand je l'améliore, je peux travailler sur la qualité, etc. Mais il y a vraiment des boutiques. J'ai une boutique, 1000 refs, 1000 produits différents, des produits parfois que je vends jamais, des produits que je vends tout le temps. Et en fait, le volume de problèmes, il a scale avec notre volume de boutique. Donc là, on a changé un peu la stratégie ces derniers temps, où, comme tu le disais, on a bâti en fait sur des mêmes niches. Parce que vraiment, hein, moi, je vends du parure de lit, du pyjama, du jouet, de la peluche, des tables, de l'aménagement d'extérieur, des lumières, des chaussures. Euh, En fait, là où tous les dropshippers ont peur d'aller, le vêtement, du textile, les tailles, nous, on est allé les deux pieds dedans. Et donc, on a appris à gérer tous les problèmes parce que là où il y a des barrières à l'entrée, il y a des opportunités financières. Par contre, c'est un putain de taf. C'est un putain de taf. Et bon, j'en ai eu ras le cul, hein, tout simplement. Hein. Je suis arrivé à un moment donné où le volume d'emmerde au quotidien, la gestion humaine, mon associé avait une vision très investissement, très long terme, très revente. Donc ça veut dire aussi CDI, ça veut dire beaucoup de gens en contrat, ça veut dire investir sur des talents sur le long terme. Ça veut dire moins de marge et moins de profit et de cash out tout de suite pour investir sur le long terme. Et donc au début, tu dis ouais, c'est génial, puis tu bâtis, puis tu bâtis, puis au bout d'un moment, tu dis les gars, quand est-ce que je me paye quand même? L'année dernière, on a 1,3 million d'euros de dépenses salariales et loyers. Je ne te parle pas des coûts produits et des coûts ads, hein, juste loyer et salaire. Je me dis putain, il y a 50% de cette masse-là qui n'est pas essentielle et nécessaire au fonctionnement du business au quotidien. Et donc, là, tu as vraiment une vision que se différencie avec mon associé. Lui veut continuer, et c'est ce qu'il fait, il continue à recruter, il continue à créer de la masse salariale pour get et là où pour moi, ce business est une vache à lait qui doit amener du cash au quotidien. Et donc, on a fait un deal, on s'est mis d'accord. La valorisation, grosso modo, elle est toujours la même. C'est entre x18 et x22 sur un shop de dropshipping par rapport au profit mensuel. Donc en gros, pour ceux qui connaissent un peu les termes comptables, on parle d'EBITDA, c'est-à-dire de bilan comptable en fin d'année, vraiment ce qui est tout en bas là. En général, on enlève le salaire d'ailleurs du boss. Par contre, tous les salaires sont inclus, tous les frais sont inclus, et c'est vraiment ta marge en bas de page. On va aller essayer de targeter un 10%, un 12% d'EBITDA. Et en général, une boutique de dropshipping SEO, SEA, elle est revendue entre 1,2 et 1,3 l'EBITDA annuel, ce qui est assez faible.
Mais en même temps, les barrières à l'entrée sont assez faibles aussi. Il ne faut pas oublier que ça reste une boutique de drop, quoi, entre guillemets. Plus tu vas être capable justement de créer des barrières à l'entrée, d'avoir un SEO qui est fort, d'avoir une marque qui est puissante sur son marché, plus tu vas pouvoir augmenter. Intéressant, ouais, 100%. J'aimerais revenir aussi rapidement. Tu t'as mentionné du coup que tu étais avec ton associé sur la plupart de tes business, que vous avez du coup créé l'écosystème ensemble, c'est ça, sur tous de tes business? Exact. Grosso modo, lui, il avait bâti son agence, il était tout seul à ce moment-là. Donc, on avait plutôt un deal d'apporteur d'affaires par rapport à ça. Et sinon, on a créé la formation en ligne. Je l'ai embarqué dans cette aventure de créer de la formation en ligne ensemble, qui était à la base une opportunité de faire du cash flow pour pouvoir réinvestir dans la création du parc pour nous. Et on a bâti le parc de sites. En gros, j'avais 2 sites, il avait 2 sites. Je lui ai dit, OK, on met tout dans un panier commun et on construit et on avance ensemble. Et donc voilà, 50-50, toutes les dépenses à 50-50, tous les retours sur investissement à 50-50. Et j'ai eu vraiment, et j'ai toujours, parce que cette aventure, elle n'est pas complètement finie, un bon associé parce que on s'est jamais pris la tête d'un point de vue oseille. On n'était pas d'accord. On avait des visions sur lesquelles on se chamaillait, tu vois. On pouvait avoir de vraies conversations musclées. Par contre, j'ai toujours eu confiance en lui et parfois même une confiance aveugle. Et inversement, les rôles ont bien été répartis assez vite et on a quand même réussi à cheminer. Quand moi j'étais dans le down, il a réussi à me remonter. Quand il était dans le down, j'ai réussi à le remonter. Et je pense qu'on a vraiment réussi à créer, tu vois, une synergie qui nous a permis de grandir. J'aurais jamais été capable de faire ça tout seul. Inversement pour lui. Et, et c'est pour ça que c'était un bon associé. Et effectivement, toi, tu dis que tu as des associés de tous tes business. Je pense que c'est une bonne chose parce que de toute façon, tout seul, on finit. 100%. Et au-delà de la partie purement business, il y a cette aventure humaine que moi j'apprécie vraiment. Récemment, j'ai arrêté, ouais, 100%, j'ai arrêté un de mes business que j'avais depuis plusieurs années avec un de mes associés. Ça s'est super bien fini. Tout le long, ça s'est super bien fini. Et là, je découvre, bah, on n'a plus de business en commun. On a fait beaucoup d'argent ensemble. Ça s'est super bien fini. Et la relation unique qu'on a ensemble, lui et moi, un truc propre, net, sans... Bon, il y a eu des hauts et des bas, hein, comme d'habitude, mais ça s'est super bien fini sur une bonne note. Et cette relation-là, elle a beaucoup de valeur aussi. Mais, je vais certainement jouer au vieux con et au vieux sage. Mais je pense que la relation humaine a plus d'importance que l'argent que tu as gagné. En fait, c'est un problème de pauvre, de croire que tout est lié à l'oseille. Mais ça y est, tu commences à ne plus avoir ces problèmes-là. Tu as réussi à stocker quelques briques, visiblement, dans ton patrimoine financier. Quand tu commences à gagner de l'oseille et que tu n'as plus besoin de répondre à ces besoins primaires du quotidien, la seule chose qui a de l'importance, c'est comment je me sens maintenant, comment je me sens aujourd'hui. Est-ce que ce que je kiffe, je suis en train de faire? Est-ce que les gens qui sont autour de moi sont des gens qui m'inspirent? Est-ce que je kiffe leur compagnie? Est-ce que moi, j'apporte quelque chose de pertinent? Peu importe ce que tu fais. Mais est-ce que j'apporte quelque chose de pertinent? Est-ce que je m'amuse sur le chemin? Est-ce que ce que je fais a du sens pour moi? Et donc effectivement, l'aventure humaine, je pense qu'elle a plus d'importance que l'aventure financière. Mais ça, on se rend compte quand on commence à gagner de l'oseille et qu'on arrête de se prendre la tête pour gagner moins, quoi. 100%. Donc, ça se passe super bien avec ton associé. Je suis content d'entendre ça. C'est quoi un peu le secret, enfin, ce que tu mets en place, les efforts dans la communication? Un peu, tu as dit que, justement, où il y avait des fois où vous n'étiez pas d'accord, comment vous faites pour prendre une décision? Moi, un truc que j'aime vraiment faire, à chaque fois que j'ai une association, avant de démarrer l'association, je dis, si on n'est pas d'accord, si ça parle de marketing, on prend ma décision. Si on parle de, par exemple, ça parle de trafic et que toi tu gères le trafic, on écoute ta décision. Mais quoi qu'il arrive, on essaye de se mettre d'accord en amont sur la plupart des sujets. Mais il y a toujours quelqu'un, quand on est à 50-50, qui a un pouvoir décisionnel sur une partie. Donc, je sais pas si toi tu opères comme ça. Complètement. Je pense que c'est très smart de le faire, ce qu'on appelle un pacte d'associés, hein, grosso modo. Alors qu'il soit officiel ou pas, faites-le. Ouais, je pense que c'est hyper important. Les rôles de chacun, en fait. Définir les rôles de chacun. Qui fait quoi et qui a le dernier mot sur quel sujet. Quelle est l'expertise de chacun et qu'est-ce qu'on va suivre en termes de direction. Il faut qu'on ait une vision commune. Nous, on avait une vision de la revente, de là où on allait. Il faut que la vision elle soit commune et que les deux soient d'accord sur la vision. Parce qu'à un moment donné, on peut ne pas être d'accord par quel chemin on passe, mais si on est d'accord sur la vision, dans tous les cas, on va au même endroit. Et moi, c'est ce que j'ai toujours dit.
tant qu'on a la même vision, qu'on a les mêmes envies, ça se passera bien entre nous. Parce qu'en fait, on va au même endroit. On veut gagner de l'oseille et faire grossir un truc. Bon, bah, pas de problème. Poum, on y va. Et en fait, des fois, on se prend un peu la tête sur quel est le meilleur chemin pour y arriver. Mais le meilleur chemin pour y arriver, il peut y avoir parfois plusieurs manières de le faire. Et c'est là où c'est intéressant de discuter et on se met d'accord. Moi, c'est simple, hein, c'est lui qui gérait toute la partie technique et création de site internet. Donc, moi, je lui ai envoyé grosso modo mes doléances. Je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Et c'est lui qui faisait le planning et qui délivrait à un moment donné son truc. Lui, ce qui était intéressant, c'est qu'il pouvait avoir un regard extérieur sur tous mes sujets et venir me dire tiens, d'un point de vue qualité, ce serait bien qu'on fasse ça. Tiens, d'un point de vue publicitaire, ce serait bien qu'on fasse ça. Tiens, d'un point de vue produit, en ce moment, il y a tel et tel nouveau truc. Mais grosso modo, en gros, lui s'occupait de la partie SEO, de la partie technique, de la partie création de site. Et moi, je m'occupais du reste. Et donc, c'était assez simple, si tu veux, d'un point de vue vision, d'un point de vue segmentation. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne. Un point par semaine, obligatoire entre associés. Ne serait-ce que pour se dire comment ça va en ce moment, tu baises avec ta gonzesse, quoi. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une communication. Ton associé, c'est ton partenaire, en fait. C'est ton partenaire de développement de business. Il faut qu'il y ait de la communication, il faut qu'il y ait de la confiance, il faut qu'il y ait une capacité à lâcher prise, il faut qu'il y ait une capacité à aller en profondeur sur les conversations et que l'autre comprenne ce qui peut se passer dans ta tête et dans ton cœur. Parce qu'il peut être à un moment donné un soutien, il peut t'aider à avancer, il peut te trouver des questions, il peut être tout simplement une oreille pour t'écouter. Il y a un peu aussi ce rôle de psy parfois, hein, tout simplement, comme un bon pote pourrait le faire, tu vois. Je pense que c'est important. Et de toute façon, moi je pense que dans notre société de fiottes là, qu'on a créée sur les 20 dernières années, on a oublié ce que c'était que la fraternité et d'être un homme. Et donc avoir une vraie relation avec un homme et avoir cette capacité d'avoir une vraie relation fraternelle, de soutien, ça me vient en espagnol, d'apoyo, d'un soutien puissant, être une épaule, être une oreille et pouvoir justement avoir cette safe space, tu vois, émotionnelle, elle est essentielle parce que sinon, quand tu es entrepreneur, tu finis par imploser en vol. Et donc, de la com, de la proximité, oser se dire les choses, mais être aussi intelligent dans sa communication, tu vois. Le business, c'est prendre tes responsabilités avant tout. Dans une association, c'est prendre aussi tes responsabilités avant tout. Tu peux pas dire à l'autre, ah ouais, t'as fait de la merde, machin, je sais pas quoi. Non. Tu dois être en capacité de prendre tes responsabilités. Qu'est-ce que toi, t'as pas fait? Comment est-ce que tu pouvais aider ton partenaire et ton associé à avancer sur tel et tel sujet? Comment est-ce que tu pouvais voir ça avant que le problème se pointe dans son truc? Et en fait, c'est se rappeler qu'on est sur le même bateau, qu'on va ensemble dans la même direction et que notre objectif, c'est d'avancer, quoi. Donc, ouais, bien évidemment, de la com, de la proximité, faire des aventures, vivre des trucs, partir en voyage avec ton associé. Tu sais, il y a ce truc où on dit on va mettre deux associés sur un bateau pendant une semaine. Je me pose toujours la question. Ça vient du livre Who Not How, donc qui, pas comment. Et au lieu de me dire comment faire ça, je me dis qui peut m'aider à atteindre cet objectif, qui peut À faire m'aider ça. à scaler en e-commerce, qui peut m'aider à scaler en infoprenariat, qui peut m'aider à faire ci, à faire ça, à recruter. Et à chaque fois, je me dis qui, et non pas comment. Et c'est pour ça que je m'associe avec les personnes les plus qualifiées de mon entourage. Et puis de toute façon, au fur et à mesure de ta carrière entrepreneuriale, tu trouves des personnes. Au début, j'ai commencé tout seul. Et après, j'ai scindé avec mon concurrent numéro un en infoprenariat et on a attaqué les US ensemble. Je me suis dit, qui peut scaler les US Tu avec t'es moi? associé avec ton compétiteur numéro un. Ouais, on était en France, je fais beaucoup du coup, ma niche, c'est la perte de poids, infoprenariat perte de poids. Et on était concurrents. En fait, nos vrais concurrents, en vrai, en France, c'est les grosses sociétés comme J'aime, tu Ouais. sais, les gros mastodontes comme ça de la perte de poids. Vous étiez deux petits enculés qui cartonnaient le marché avec des stratégies similaires. Exactement. Et vous vous êtes dit, tiens, si on le fait à deux, on peut aller très 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 loin et très très fort. On avait scalé en horizontal aussi, on avait une centaine de shops chacun sur le marché français en perte de poids. On faisait à fond du Facebook Ads et un jour, il y a un mec qui me dit de nulle part, tu devrais tester les US, juste traduis, prends un traducteur, il n'y avait pas de ChatGPT à l'époque, prends un traducteur et traduis tout en anglais. Et là, boum, explosion instantanément. Je le dis à mon...
on s'entendait bien, mais on était concurrents, quoi. Je lui dis, mec, les US, c'est absolument insane. Et là, il met son parc, on met notre parc, boum, au lieu d'avoir 100 shops chacun, on en a 200 en tout. Et aussi tous les coûts fixes, comme par exemple Active Campaign pour envoyer les mails. Ça, on n'a plus qu'un Active Campaign, du coup, au final, tout est diminué. Et du coup, plus de coûts fixes, plus de shops. Et là, boum, on a vraiment attaqué le marché US comme ça ensemble. Et du coup, on est resté associés depuis sur ça. Et ça se passe aussi super bien. Donc, toujours, j'ai cette mentalité de qui. Et dans tous les cas, moi, je recommande à tout le monde, hein, et aujourd'hui, vous avez tous du réseau. Vous avez tous du réseau. J'écoutais là rapidement avant le podcast cette vidéo d'1 heure là que tu as faite où tu répondais un peu aux questions et les gens te posaient la question mais si moi j'ai pas de réseau et si j'ai pas d'argent et tu disais allez vous faire enculer si vous n'avez pas de réseau et d'argent, bossez, apprenez des choses et allez gagner de la thune. Et alors je suis d'accord avec ta réponse même si elle est un peu violente. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, on part tous de nulle part. Enfin, en tout cas, pour la majorité d'entre nous. Moi, j'étais un putain de trou de balle du nord de la France, sans réseau, sans argent, avec aucun entrepreneur autour de moi. Sauf que, bah, au bout d'un moment, j'ai acheté une formation, je suis allé à des événements, j'ai essayé de rencontrer des gens, je me suis relevé les doigts du cul, j'ai essayé de connecter. Et donc, aujourd'hui, si vous faites partie d'une communauté en ligne comme celle de Valère, bah, il y a plein de gens en fait en ligne avec lesquels vous pouvez échanger tous les jours. Et en fait, moi, et je dis ça à chaque événement physique que j'organise parce que moi, j'adore rencontrer les gens, donc j'ai fait beaucoup d'événements physiques. Et je leur dis, regardez bien la personne qui est devant vous, la personne qui est derrière vous, la personne qui est à gauche et la personne qui est à droite. Ça, c'est dans des salles, tu vois, donc avec des chaises, etc., dans des trucs en théâtre. Et je leur dis, regardez-la bien, parce que peut-être qu'avec cette personne, vous allez vous associer et faire des millions d'euros. Et en fait, il y a des fois où ça s'est passé. Il y a des fois où ça s'est passé. Moi, je suis allé à un événement, j'ai rencontré un de mes potes à Bordeaux. Il m'a envoyé des centaines de milliers d'euros de cash, de commissions, d'affiliation des projets qu'on a fait ensemble. Et le réseau, c'est incroyable et c'est quelque chose de puissant que vous allez pouvoir bâtir tout au long de votre carrière. Mais ça démarre maintenant. Et cette réflexion du qui plutôt que comment, elle me plaît beaucoup. Je l'utilise aussi au quotidien. Aussi parce que moi j'ai arrêté de produire il y a longtemps. Aujourd'hui, effectivement, j'amène plutôt de la stratégie, une vision et je mets justement des gens en commun quand on lance un projet. Là, par exemple, je cherche en ce moment à déléguer une de mes boutiques e-commerce. J'ai pas réfléchi à comment, j'ai réfléchi à qui est-ce que je vais mettre sur le projet, tu vois. Euh, et ça permet aussi bah, justement de vivre des aventures avec des gens et de développer son réseau, de développer ses activités. Puis au bout d'un moment, on est plus fort à plusieurs que tout seul. Mais il faut par contre bien sélectionner les gens avec une vision qui est similaire, qui est compatible, avec des valeurs qui sont compatibles et qui sont similaires. Mais c'est très smart. Et moi, ça me bluffe toujours que, entre guillemets, des gamins, et le prend pas mal, j'ai été un gamin de 22 ans moi aussi, euh, captent ça rapidement, osent aller se positionner avec leurs compétiteurs et s'associer pour pouvoir grandir et être beaucoup plus fort. Je pense que c'est le bon mindset pour bâtir de très très gros business. Et félicitations de l'avoir eu rapidement sur ton chemin. C'est peut-être aussi une des clés qui t'a permis d'en être là aujourd'hui, tu vois. 100%, je pense que c'est une combinaison de facteurs et que ça a vraiment beaucoup aidé. Pour revenir aussi sur le qui, pas comment, vis-à-vis, tu as parlé de déléguer des shops. Bah, nous, c'est exactement ce qu'on fait. On a aussi pas mal de shops en horizontal, etc. Euh, que du SEA en revanche, donc de la publicité Google, enfin voilà. Et ce qu'on fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de galères, enfin, il y a des galères. C'est tout le temps les mêmes problèmes, mais il y a toujours des mini trucs qui explosent. Et ce qu'on fait, c'est tout simplement, on prend des gars qui font les shops de A à Z. On leur dit, voici les big ideas, voici le copywriter qui est associé à toi. Tu prends un pourcentage du shop et lui, il le monte avec notre stratégie de A à Z. On va l'aider évidemment sur le copywriting, sur tout ça. Et en fait, on va simplement prendre donc la majorité des revenus aussi. Et lui, son seul rôle, c'est s'occuper des problèmes quand ça saute. Si par exemple, Mm. exactement, s'il faut faire une vérification advertiser sur Google Ads. Ah bon, bah il l'a fait, il est réactif là-dessus. Parce que quand tu as 50 shops qui tournent et que tu as une vérification advertiser Google, par exemple, hein, ce qui arrive très tôt, eh ben, en fait, tu mets peut-être un peu de temps à t'en rendre compte. Ou peut-être que Exactement. des problèmes comme ça. Mais de toute façon, c'est simple, hein. Quand tu as 130 boutiques, on ne se connectait pas. Il y a des boutiques, je ne me suis pas connecté depuis un an. 100%. C'est obligé. Tu es obligé à un moment donné de te focaliser sur certaines boutiques. C'est la stratégie qui veut ça.
C'est-à-dire qu'on fait du 20-80. Je regarde le 20% de mes sites qui ramènent le plus de revenus et on bosse dessus et on a un plan d'action de développement là-dessus. En gros, on a un plan de développement sur le 20% du haut. J'ai un plan de maintien sur les 30% d'en dessous et il y a 50% qu'on n'ouvre pas. Parce que la stratégie horizontale, elle veut ça. Même avec 30 salariés, il n'y a pas assez pour pouvoir bosser partout. Alors malheureusement, la stratégie, elle veut dire aussi qu'il y a des cibles qui vont décrépiter petit à petit, il y aura une perdition de chiffre d'affaires sur les années, et que c'est pour ça qu'on a revendu des shops aussi à un moment donné, en se disant, ces shops-là, vaut mieux qu'ils soient chez quelqu'un d'autre qui va leur donner un peu d'amour, parce que chez nous, ils font pas assez de revenus pour être intéressants, tu vois. Ça fait aussi partie du jeu, mais c'est de l'organisation, ouais. Donc effectivement, la stratégie, à un moment donné, la stratégie de faire une franchise, moi, elle m'est venue. Mais on n'a pas réussi à l'armer, on n'a pas réussi à la mettre en place, on l'a finalement pas développée. 100%, nous, ce qu'on a du coup mis en place, c'est tu vois les 50%, au lieu de les mettre à l'abandon, on va voir des gens, on leur dit Bah ouais, qui vont le développer. exactement au pourcentage, juste on met bien explicitement, pourcentage sur le cash flow, s'il y a exit, tu prends pas dessus. Alors dans un cas très rare, si vraiment le mec fait du bon travail, il peut être intéressé sur l'exit. Mais pour l'instant, de toute façon, on en a fait que un et demi. Je travaille sur d'autres exits avec d'autres personnes, mais un exit personnel, c'est vraiment, j'en ai fait que un. Donc c'était d'ailleurs une expérience très enrichissante. Je sais pas, toi, t'en as fait beaucoup des exits sur ça. Et après, on va parler rapidement de. Bah, alors, on a vendu. J'ai dû vendre 6 ou 7 petites boutiques. Donc, en fait, c'est des transactions, tu vois. C'est un contrat, c'est une passation. That's it, hein. On en a acheté aussi des boutiques, à peu près 5-6, pareil. Donc, même chose, c'est pas vraiment un exit. La seule exit sur laquelle j'ai vraiment bossé, bah, c'est la mienne, là, pour le coup. La vente de mes parts à mon associé. Et mon associé aussi qui a vendu son agence à un fonds, à un groupe plus gros que lui. Et donc, c'est les deux sujets sur lesquels j'ai bossé et j'ai pu suivre avec beaucoup plus d'intérêt et d'implication, tu vois. Et tu peux m'en dire plus un petit peu sur du coup les reventes de tes parts à ton associé, c'est ça? Comment ça s'est Ouais, ouais. passé? Est-ce que ça venait d'une Discord que vous aviez? Comment est-ce que ça s'est passé? Franchement, c'est très intéressant Non, 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 comme c'est retour. parti, comme je te dis, à un moment donné, d'un j'en ai ras le cul, j'en ai ras le cul de ce que je fais au quotidien. Il y a plein d'autres projets qui stagnent trop et que j'ai envie de développer. Je veux pouvoir me focaliser dessus. Euh, et donc, à un moment donné, c'est où on vend à l'extérieur, ou tu me rachètes parce que moi, je veux sortir et je veux faire autre chose. Et donc, même si notre vision se sépare, c'est pas pour autant qu'on est en mauvais termes et qu'on n'est pas. Et qu'on est fâché, tu vois. Au contraire, beaucoup de gratitude pour tout ce qui s'est passé, pour tout ce qui se passe, en trouvant un deal. Le deal, tu fais forcément un peu des concessions, tu vois, d'une façon ou d'une autre, parce que de toute façon, moi, je voulais sortir plutôt rapidement. Et donc, tu fais des concessions, notamment sur ta valo, notamment sur ton paiement, sur ce genre de choses. Il faut savoir qu'il y a mille et une façons de faire un deal. Moi, j'étais persuadé que quand tu rachetais ou que tu vendais un business, tu avais forcément un mec qui allait se gaver et l'autre qui allait chercher à acheter le moins cher possible, alors que pas du tout. J'ai vu plein de manières de faire des business possibles. J'ai découvert par exemple un truc qui s'appelle le crédit vendeur où tu rachètes en fait le business de quelqu'un mais à crédit, tu vas le payer tous les mois. Et ça, en fait, c'est hyper répandu, notamment dans les phases de crise. Ça se fait beaucoup aux US, ça se fait beaucoup en France, même sur des industries, même sur des boîtes qui sont en plein. Le mec pas la retraite, tu vois, il veut que sa boîte continue d'avancer. Il n'a pas particulièrement besoin d'encaisser tout de suite. Il est OK pour faire du crédit vendeur. Moi, je trouvais ça lunaire. Tu peux racheter des business sans sous. Ça m'a vraiment retourné le cerveau et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à racheter aussi plusieurs business parce que du coup, on a commencé à proposer des deals un peu différents. Donc, il y a ce truc du crédit vendeur, il y a ce truc de la levée de fonds. J'ai découvert aussi un peu les leviers France, notamment en France, pour aller faire de la dette à droite, à gauche, etc. Et lever de l'argent. J'ai moi-même investi dans deux autres boîtes aussi qui justement ont levé de l'argent pour du rachat, pour de la croissance. Et donc j'ai découvert aussi ces leviers-là de lever de la thune à travers les participations que j'ai pu prendre.
Mais donc voilà, comment ça s'est fait assez simplement. On a une boîte sur laquelle on était tous les deux à 50-50. Tu fais un contrat de cession de tes parts, tu te mets d'accord sur un montant, tu te mets d'accord sur des conditions. Et puis ensuite, bah, tu signes le contrat, tu fais la bascule. On est passé par un avocat quand même pour cadrer le tout et être sûr qu'aucun des deux parties, tu vois, ça soit mal fait d'une façon ou d'une autre. Et puis, ciao, bye bye, on avance, hein. Ok, bien. Et du coup, aujourd'hui, t'es toujours associé avec lui sur certaines activités ou t'as vraiment une séparation nette entre vos deux identités? Non, j'ai repris la formation du coup de mon côté. J'ai repris un site internet qu'on avait commencé à développer, la création d'une marque. Moi, c'est ce qui m'intéressait, pouvoir commencer. En fait, grosso modo, je voulais faire l'inverse de ce qu'on faisait. Dans la vie, dans le business, tu veux toujours ce que tu n'as pas à un instant T. Tu rêves toujours du business du voisin. Tous mes potes qui font de la formation en ligne rêvent de faire de l'e-commerce et de pouvoir machin, scaler des trucs et tout. Tous mes potes qui ont de l'e-commerce rêvent de bâtir un SaaS et tous ceux qui font du SaaS rêvent de faire de l'infoprenariat. En gros, tu rêves toujours d'un truc que tu n'as pas. Et nous, on avait commencé à bâtir des marques. Donc j'avais commencé à bâtir une marque de mocassins notamment. Et j'avais envie de continuer à développer. En gros, j'en avais marre d'avoir 132 sites internet. Je voyais toutes les opportunités que j'avais pas le temps de développer. Je voulais me bâtir un business et faire un truc sur lequel je mets vraiment de l'amour et que je peux aller non plus à l'horizontale, mais un scaling à la verticale. Aller explorer autre chose, tout simplement. Donc j'ai récupéré cette marque que j'étais en cours de développement, j'ai récupéré la communauté et la formation qu'on avait commencé à bâtir. Et je lui ai cédé 100% des sites du parc qu'on avait bâti. Alors que j'ai encore 3-4 sites internet qui tournent de mon côté parce que tu as toujours des petits sites internet qui traînent, tu vois, à droite à gauche, que j'avais déjà avant. Pour le coup, tu vois, c'est une boutique de 2017, là, ma boutique principale que j'ai, qui tournait pendant longtemps en Facebook Ads, que j'ai retransformé en SEO ou SEA. Et aujourd'hui, ça fait toujours 250 000 euros de chiffre d'affaires par an. euh, Vraiment en mode automatique avec quelqu'un qui gère le SAV et un média buyer qui gère les ads. C'est l'avantage du SEO SEA. Tu vois, on parlait de boutiques qui durent depuis très longtemps. 2017, quoi. On est en 2025 au moment où on fait cette vidéo et cette boutique, elle continue de me rapporter de la marge tous les jours. Alors, c'est beaucoup moins, c'est pas des millions, hein, surtout en plus avec le peu d'énergie que je mets, mais là aujourd'hui, c'est 300 euros de chiffre d'affaires. Bah, c'est bien. Pour une boutique qui a 8 ans. Et pour une boutique surtout qui me prend zéro temps, quoi. C'est ça qui est vraiment génial avec le SEO, SEA, ça a vraiment une passivité. Donc voilà, je crois que je suis sorti un peu de la conversation, mais on était sur la passation. Non, mais c'est Ça, très ça bien. y a répondu? Ouais, non, mais c'est Ouais. très bien, c'est très bien. Un autre truc auquel j'aimerais qu'on parle, c'est le Q4. Là, le Q4 approche. On est la vidéo sortir, le moment où sortira la vidéo, ce sera le Q4, enfin dans une semaine pour nous. L'argent va couler à flot, surtout en e-commerce. À chaque fois, il y a toute l'année et le Q4, et après il y a l'année et le Non, c'est Q4, incroyable. et c'est tout le temps la même chose. Pour faire des punchlines un peu à la con, c'est vous êtes à un Q4 de changer votre vie, les amis. Et vraiment, vraiment. Littéralement. Moi, le Q4, c'est quelque chose que je prends toujours très au sérieux. J'ai des Il faut. process tous les ans qu'on met en place au Q4. On a des problématiques qu'on rencontre que au Q4, des choses qu'il faut faire, qu'il faut pas faire. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ça. Du coup, vu que c'est pas ton premier Q4 non plus, tu as d'expérience sur ça. C'est quoi un petit peu ce que tu observes au Q4 que tu mets toujours en place? Quelles sont un peu les méthodes? Est-ce que tu as des astuces à nous partager? Est-ce que tu mets des grosses vagues de recrutement? Typiquement, moi, là, je suis en grosse période de recrutement, septembre. C'est toujours là où je recrute le plus. Et je prévois les problématiques du Q4. Donc, octobre, novembre, décembre, il y a des problématiques. Il faut plus de copywriters, il faut plus d'ads. Il faut faire des ads pour Black Friday, par exemple, enfin, et compagnie. Des emails sur tous les shops, sur tous les stores, sur tous les infoproduits, sur tout, tout, tout. Donc, il faut plus de personnes. Et s'il faut plus de personnes, il ne faut pas les onboarder le moment où tu as besoin d'eux, il faut les aborder du coup en amont, au mois de septembre notamment. Pareil pour le processing. Enfin, est-ce que toi, il y a des actions que tu mets en place tous les ans? Tu parles même pas du stock. Ah oui, Si enfin, tu as du stock physique qui doit bouger en bateau, le Q4, ça se joue en mai, juin. Grand max. Mai, juin, tu dois avoir fait toutes tes commandes pour la fin d'année. Tu dois avoir tout préparé. Nous, en général, on commence à préparer le Q4 en juin. Je sais que mes potes qui font du Amazon FBA, c'est en mars, avril qui préparent le Q4.
Parce que il faut que tous les stocks soient arrivés, il faut que tous les stocks soient bien listés, etc. Et en juin, ça pourrait être trop tard. Donc, 100% d'accord avec toi. On a commencé vraiment à démonter le Q4 à partir de l'année 2021. Et puis, on l'a tartiné de plus en plus fort chaque année, à chaque fois. L'année dernière, c'est quasiment 1 million en novembre, 1 million en décembre. Entre le 15 novembre et le 15 décembre, c'est là où ça part en saucisse totale. On a eu des scalings jusqu'à 80 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Par jour, je ne sais pas si vous vous imaginez, mais moi-même, je ne m'imagine pas en fait. 80 000 euros de chiffre d'affaires par jour, c'est énormissime. Tu bouges un volume de marchandises qui est énorme. Et c'est possible, putain. C'est ça qui est fou surtout. C'est-à-dire que moi, à l'époque où je me lance avec ma première boutique à 200 balles par jour, là, je ne peux pas imaginer qu'on est capable d'aller tartiner du 80 000 euros par jour. Et pourtant, brique après brique, tu y arrives. Donc oui, au fur et à mesure des années, on s'est amélioré dans la préparation des Q4. Déjà, le premier postulat, c'est de comprendre qu'effectivement, c'est hyper important et plus tôt t'anticipes, mieux c'est. Il ne faut pas réagir au Q4. Il faut pouvoir planifier, agir, mais le fait d'avoir tout anticipé déjà va limiter en fait ce problème et ce bordel de fin d'année. Le truc de base, c'est préparer des gens pour le service client, bien évidemment, parce que tu vas avoir une augmentation du volume. Alors, pas en octobre, mais déjà, logiquement, à partir de... Nous, déjà, à partir de la rentrée scolaire, ça pète. Donc, on a rentrée scolaire, Halloween, ensuite on a Q4, ensuite on a Noël. C'est les 4 grosses saisons courtes des potes. Et donc, déjà, à partir d'octobre, on a une montée du SAV. En gros, l'année dernière, on doit commencer à faire du 500 000 euros de chiffre d'affaires par mois à peu près à partir de septembre. Et puis après, ça monte crescendo jusque décembre. Là, cette année, on a déjà 1 million en juillet. Donc, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, tu vois, mais on est clairement encore à 30 ou 40% de plus que l'année dernière. Donc, ça va faire mal. Et il faut anticiper le SAV. Et nous, tout ce qui est boutique et business, on essaie vraiment de l'anticiper avant. Avec Google, il ne faut pas faire de changement de dernière minute. Donc typiquement, à partir de novembre, on fait plus d'intégration produit, on fait plus de modifications majeures sur les boutiques parce qu'on veut pas que les GMC, pardon, les Google Merchant Center ne pètent. Donc, en gros, on va faire un minimum de modifications sur les boutiques d'un point de vue ajout de produits, etc. en novembre. Par contre, avant, on va faire du volume. Donc, on va peut-être intégrer 100, 200 produits entre septembre et octobre, ajouter des nouveautés, ajouter des produits pour l'hiver, ajouter des produits qui cartonnent en ce moment, etc., pour vraiment charger le catalogue pour l'année. Ensuite, il y a tout un truc de communication. Donc, grosso modo, on a un calendrier de communication sur les réseaux sociaux, calendrier de communication sur le site, calendrier de communication par email. Les emails, c'est hyper important sur le Q4. Ça va vous faire un revenu sans frais publicitaires, de l'argent que vous avez déjà dépensé. Donc, c'est améliorer votre marge. Et puis, derrière, il faut être bon en publicité. Donc, si par exemple, vous voulez faire de la pub sur Meta sur le Q4, c'est pas en septembre que vous vous réveillez, tu vois. Pour moi, vraiment, il faut l'anticiper. Quel produit on va pousser sur la saison? Viens, on contacte déjà des créateurs de contenu. Viens, on fait déjà nos créatives. Parce qu'encore une fois, nous, on a la rentrée scolaire, on a Halloween. C'est pas en septembre. Non, tu vois. On sait que c'est la période la plus importante dans l'année. Nous, c'est des mois parfois qui font jusqu'à 5 fois le chiffre d'affaires normal d'un mois normal. Donc, on ne peut pas se rater, en fait. Le Q4, c'est où tu encaisses le profit de l'année ou tu t'encules. Voilà. Donc, tu ne peux pas te rater. Donc, il faut vraiment préparer le mieux possible, créer un maximum de contenu en avance, créer un maximum de créative en avance, faire un maximum de pub en avance. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas lancer une campagne publicitaire en octobre. Non. Sauf que plus tu l'anticipes, plus elle sera quali, moins tu seras dans le rush, mieux ça sera fait. Voilà, c'est ça ma recommandation. Donc mon invitation, c'est si maintenant tu te réveilles là en octobre avec cette interview, prépare un maximum de contenu, prépare un maximum de choses que tu vas faire sur les 2 mois. Qu'est-ce qui va partir, quand, quelle communication, sur quel réseau, sur quel email, et essaye de te faire un putain de calendrier sur Notion, sur un fichier Excel, peu importe. Et comme ça, tu maximises la préparation de ton Q4 parce que de toute façon, pendant le Q4, tu vas te faire défoncer. Donc tu seras déjà sous le feu. Mais moi, en général, mes mois de décembre, je suis chill. Hein. La seule chose que je fais, c'est que j'encaisse de l'oseille. Et je prends des vacances avec ma famille. Parce qu'on a déjà tout anticipé en amont. Alors bien évidemment, on a les managers qui sont sur le pont et le SAV qui se fait défoncer au quotidien, mais ça fait partie du jeu. Mais moi, mon travail stratégique, etc., il est déjà fait.
Et le Q4, rappelez-vous, il ne s'arrête pas en décembre. Le Q4, il s'arrête en janvier. La rentrée janvier, les gens ont récupéré de l'argent pour Noël, pour les fêtes, etc. Ils ont fait la tournée des grands-mères, ils ont récupéré du pouvoir d'achat, ils ont potentiellement rendu tous les cadeaux qu'ils n'aimaient pas, et donc ils veulent acheter des trucs. Donc janvier, bonne résolution, continuer à faire de la com. Donc nous, en général, on coupe un peu les pubs, on ralentit très fortement les budgets à partir du 15, entre le 10 et le 15 décembre, pour éviter de faire des gens qui ne sont pas satisfaits, qui ne reçoivent pas les cadeaux sous le sapin, sauf bien évidemment pour les produits qu'on a en stock en Europe, qui vont là arriver beaucoup plus rapidement. Et par contre, dès le 24-25, je relance du budget publicitaire très fortement. Parce que les gens achètent. Tu sais, t'es à Noël là, sur ton téléphone en train de scroller chez ta grand-mère ou chez ton oncle et tu te fais chier comme un rat mort. Ben, pendant ce temps-là, les gens ils font du shopping et nous on les chope en fait. Et donc vous avez de l'oseille à faire. Et clairement, jusque janvier, je dirais mi-janvier, 30 janvier, il faut que vous envoyiez du lourd. Et janvier va faire à peu près la taille de septembre-octobre chez nous. Donc c'est vraiment important. Tu vois, tu as vraiment 5 mois là sur lequel il faut bosser très fort. Parfois même, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on se fait chier de bosser pourquoi est-ce qu'on ne bosserait pas que 6 mois par an, tu vois. Mais en gros, c'est un peu ça. Hein. C'est bosser 6 mois, par exemple, pour préparer les 6 mois d'encaissement qui sont très très forts. Ça ressemble à peu près à ça. Alors nous, après, on a équilibré. On a bâti des boutiques qui marchent très fort pour l'été, par exemple, pour pouvoir équilibrer nos flux de revenus. Et on a travaillé sur d'autres stratégies qui nous permettent de faire du revenu toute l'année. Mais voilà grosso modo ce qu'on fait sur le Q4 en termes de préparation. Donc gros calendrier, communication, gros calendrier email, anticipation de tout ce qui est création de contenu, anticipation de tout ce qui est stock. J'essaye d'avoir un maximum de stock tampon en Chine. Pourquoi ? Parce que les fabricants et les revendeurs vont faire monter leur prix en Chine pendant le Q4. Et également, si vous avez l'opportunité, faites du stock en Europe parce que le prix du transport depuis la Chine va doubler pendant le Q4. Donc nous, par exemple, on envoie des gros produits lourds. J'ai des produits sur lesquels mes coûts de transport font x2 pendant le Q4. Et donc c'est pour ça que là, on a notre premier container là, de lumière qui vient d'arriver en France parce que je vais me gaver en termes de marge de pouvoir expédier depuis l'Europe pendant le Q4 plutôt que d'expédier depuis la Chine. 100%. Donc voilà un peu les grands points. Ça, c'est vraiment la clé. Et encore une fois, tu le disais, le Q4, il commence pas au mois d'octobre, il commence de juillet au plus tard, quoi. Le stock, faut le faire venir, faut l'acheter, faut l'envoyer en bateau, faut calculer le stock. On a fait combien l'année dernière? Enfin, c'est toute une organisation qui est vraiment clé. Ouais, et puis tu vois, on s'est planté. Hein. J'ai encore du stock de 2021 qui dort dans les entrepôts de Paris, tu vois. Mhm. Malheureusement, ça fait aussi partie du jeu. Hein. Un entrepreneur, tu te bâtis pas sur tes victoires, hein. Tu te bâtis sur tes échecs. Et quand tu as bouffé trop de fois la poussière, t'en as marre, t'en as encore un peu entre les dents. Tu te dis plus jamais j'achète comme ça, quoi, tu vois. 100%. Et à 100%, nous, la stratégie qu'on fait tous les ans, que ce soit en infopreneuriat, en e-commerce, qui est d'ailleurs assez lié, hein, c'est vraiment similaire, enfin en tout cas en call traffic, c'est vraiment toute l'année, on va faire de l'horizontal, et à la fin d'année Q4, c'est le moment où on va aller optimiser chacun des shops à la main, A/B Mhm. tester les emails de relance de panier abandonnés, faire des nouvelles cris A, B, C, D, enfin faire des batchs à l'infini. Et c'est Exactement. vraiment là où toute l'année, on va faire en horizontal et on va dire au copywriter, c'est fini, on arrête de créer des nouveaux funnels, des nouveaux shops, maintenant on optimise. On va faire du CRO, des Mhm. nouvelles campagnes, AB, enfin faire plusieurs régies en même temps. Et pour moi, c'est vraiment la clé tout au long de l'année. Je vois encore des gens enfin, qui vont faire de l'horizontal en fin d'année, c'est vraiment pas la méthode à faire. Donc voilà, aujourd'hui tu m'as dit que vous étiez 30 dans votre compagnie. C'est quoi à peu près la répartition des rôles? C'est toujours quelque chose moi qui m'intéresse. C'est quoi à peu près la répartition en sales, enfin en marketing, en trafic? C'est quoi un peu Ouais. en bâtir des shops? Donc grosso modo, en SEO, SEA, on intègre beaucoup de produits. Donc on a un gros pôle intégration produit. On doit avoir 5 ou 6 intégrateurs, principalement en freelance et le manager en full-time. Quand je dis en freelance, c'est souvent des gens qui travaillent full-time pour nous, mais qui ne sont pas forcément exclusifs. Par exemple, je t'achète 200 produits intégrés par mois.
Tu vas bosser peut-être, je sais pas, 25 heures dans la semaine pour faire ça. Tu vas faire partie des réunions hebdo, etc. Tu fais partie de l'équipe, mais peut-être que tu as d'autres missions en parallèle et c'est OK pour moi. Et après, on a des gens vraiment qui là sont en full-time, en freelance à distance. Et après, on a des gens qui sont dans les bureaux aussi. Tu vois. Donc là, full-time, contractuel, etc. Grosso modo, on a un pôle SAV à Madagascar avec 5 salariés maintenant, je pense, qui a commencé à 3 et qui va monter à 5, voire 6 à mon avis durant ce Q4. On a un manager en France qui chapeaute l'équipe à Madagascar. Donc on a un manager à Mada, plus les opérateurs à Mada, et on a un manager en France. J'ai tout essayé, des freelances en France, des salariés en France. Le rapport qualité-prix, il est très compliqué à trouver sur le SAV. Le SAV, c'est primordial pour une boutique qui doit tenir sur le long terme et qui est pérenne et qui doit avoir une bonne image de marque. Et en même temps, si on fout tout notre cash dans le SAV, on est mort. Donc, le bon rapport qualité-prix pour nous, pour avoir du téléphone, de l'email, de la réactivité et de la qualité, c'est Madagascar. Et je suis super content de l'équipe qu'on a développée avec Anna. Pour le coup, big up à toi, Anna, Amada. Aujourd'hui, en plus, on a nos bureaux, on a les salariés qui sont contractualisés, etc. On a fait les choses bien et c'est vraiment génial. Donc, on a monté une boîte Amada pour les employés et ça a été le bon, tu vois, le bon mood pour le faire. Donc, on a à peu près 5-6 personnes sur la partie SAV, 5-6 personnes sur la partie produit. Aujourd'hui, on a un pôle international sur lequel il y a 2 personnes. Pareil, 2 salariés pour le coup, full-time temps plein, une nana d'abord. On l'a fait un peu à l'arrache nous-mêmes en traduisant le site comme des gros ports avec DeepL. Ça n'a pas marché. Et on s'est dit, OK, il faut qu'on bâtisse les processus. Mais Tristan, il m'a dit, OK, je vais m'en occuper de ce truc-là. C'est lui qui s'occupait du lancement à l'international. Et en fait, plutôt que de bâtir le processus, il a recruté quelqu'un qui avait les compétences de bâtir le process. Et donc, il a recruté quelqu'un polyglotte qui parlait déjà 4 langues. Donc, qui allait être aussi en capacité de pouvoir, tu vois, avoir une œil sur la correction, etc., revenir le truc et gérer un projet international. Donc, c'est Nana qui est portugaise, qui bossait à Paris dans une grosse start-up, qu'on a débauchée pour venir bosser chez nous. Et du coup, elle a bâti le processus étape par étape avec Tristan, tu vois, où on a créé les process finalement pour aller à l'international. Et puis après, on lui a recruté, entre guillemets, une personne, au début une assistante, qui maintenant fait partie du pôle complet. Pareil, qui est une nana qui est roumaine et qui est venue, pareil, avec un profil polyglotte, développer ce pôle international. Et la première année, on perd de l'argent. La deuxième année, on est rentable. La troisième année, le pôle international, c'est la traction de notre boîte. Tu vois, donc c'est vraiment important. Et après, les intégrateurs produits bossent aussi bien évidemment sur la partie internationale, mécaniquement. On a un pôle media buying qui pour le coup est délégué, il est externalisé. C'est mon pote Johan. Je suis allé assez... En gros, Tristan avait bâti un peu les bases de la méthode. Moi, je suis allé voir ce mec que je connaissais qui dépensait déjà des millions pour des compétiteurs. Et je lui ai dit, écoute, j'ai un projet con, celui de faire 1 million par mois. Aujourd'hui, on fait 30 000, mais je pense qu'on est capable de le faire. Est-ce que tu as envie de venir jouer avec nous, quoi, tu vois? Et il m'a dit, écoute, vous n'êtes pas du tout le profil de client avec qui je bosse d'habitude. Vous dépensez même pas assez pour bosser avec moi. Mais ton idée, elle me fait marrer. Pourquoi pas, tu vois? Ça a démarré comme ça. À la base, il était tout seul. Et puis, lui, ça a été aussi l'opportunité pour lui de grandir, de développer ses compétences et puis de recruter. Et donc aujourd'hui, on a, je dirais, peut-être un temps plein et demi sur le media buying, mais qui est externalisé. On donne le fee classique d'un media buyer sur l'ad spend entre, je crois que c'est 5 et 15% en fonction du volume de ce que tu dépenses. Et, et c'est lui qui nous a permis de scaler aussi vite aussi, parce qu'à un moment donné, tu peux pas être derrière toutes les boutiques au quotidien tous les jours. Et le fait d'avoir quelqu'un qui s'occupe que de ça, ça a été l'opportunité, de pouvoir débloquer des comptes parfois, d'aller plus vite, d'avoir les bonnes stratégies très rapidement et d'avoir une force de scaling, parce que aujourd'hui, c'est 130 comptes qui tournent, quoi, qu'il faut suivre au quotidien. Donc on a été assez rapidement dépassé. Ensuite, on a la partie technique. Donc là, c'est Tristan, les développeurs. Là, on a 2 personnes qui font du SEO, un salarié, un alternant.
Le mec qui fait du SEO, il est à mi-temps, mi-temps sur l'agence, mi-temps sur la partie e-commerce. Il a plusieurs développeurs, mais je dirais qu'il y avait à peu près un développeur et demi qui travaillait sur la gestion du parc de sites au quotidien. Et puis après, sur la partie marketing, on avait... alors, sur l'agence, il y a une quinzaine de personnes. Donc, ponctuellement, tu as des gens qui viennent bosser sur la partie e-com, mais je dirais au quotidien, tu vois, c'est vraiment un et demi en termes de dev. T'as pas besoin de tant de dev que ça. Mais on a aussi développé plein d'applications, tu vois. Comme on n'est pas sur Shopify, on a développé plein de trucs en interne pour aller plus vite. Par exemple, pour la duplication internationale, on a fait notre propre truc et tout. Donc parfois, on prend des ressources, si tu veux, de l'agence qui viennent bosser sur la partie e-com. La partie marketing, on a finalement très peu de marketing. Parce qu'à partir du moment où le site il est en place, tu as les intégrations produits, mais on faisait très peu de marketing. Donc en gros, c'était moi et j'ai recruté Robin qui est venu développer la partie marketing avec moi, principalement faire les emails, faire quelques offres sur des produits qui marchent bien, sur les sites où justement on veut aller un peu en vertical. Aujourd'hui, on a recruté aussi quelqu'un supplémentaire qui est venu aider sur cette partie-là. Et puis, on a eu à un moment donné des stagiaires, on a eu des alternants aussi qui venaient et qui nous aidaient à développer. À un moment donné, on a essayé de prendre des alternants pour faire du TikTok, pour faire des trucs comme ça. Mais bon, c'était jamais vraiment maîtrisé et développé efficacement. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, sur la partie marketing, tu as à peu près 3 personnes. Et ça va changer. On a recruté une créative stratégiste il y a un peu plus d'un an. Là, on a recruté quelqu'un pour faire du branding aussi récemment, mais là, pour le coup, je m'en suis pas occupé. C'est vraiment dans l'après mon départ, tu vois. Et grosso modo, c'est un peu comme ça que c'est structuré. Donc, tu as produit, SAV, technique, gestion, un peu de SEO, SEA, bien évidemment. Et voilà. Ça fait sens. Bah, ça fait sens, 100%. Moi, ma team rêvait, j'en parle aujourd'hui. Quand j'imagine mon entreprise parfaite, c'est 10 copywriters, 20 closers et 10 avocats. Si seulement j'avais une team comme ça, ce serait vraiment ma... 10 avocats. Pourquoi tu t'es fait défoncer pas mal niveau avocat? Non, non, ça va, c'est juste marrant. J'aime bien les entreprises qui ont des histoires comme, enfin, Uber et tout, c'est toujours drôle. Enfin, en vrai, me dire que j'ai une team d'avocats, le pôle avocat, il me fait marrer. 10 avocats, c'est marrant quand t'as un business avec 10 avocats, mais euh, j'en ai un et ça se Bah passe moi, ça m'a super. fait marrer le jour où j'ai dit je vais en parler avec mon avocat. Je me suis dit, Ah tiens, ouais, ouais, ça commence à peser, frère. ouais. Moi, c'est quand j'ai eu mon Mais c'est premier bien même d'avoir comptable. des conseils. Je te recommande, hein, dans tous les cas, même de prendre des heures à droite, à gauche, trouver un avocat avec lequel tu matches, qui comprend ta vision, etc. Même titre qu'un expert fiscal, par exemple. Commencer à discuter avec quelqu'un, l'avoir à disposition, même s'il n'est pas sous contrat et que tu ne le payes pas tous les mois du retainer. Faire en fait quelques consultings de temps en temps, ne serait-ce que pour être sûr qu'on va dans la bonne direction. Est-ce qu'il y a des points de vigilance sur lesquels il faut qu'on travaille? Ça a été vraiment une bonne aide de notre côté. Et parfois, ça nous a déstressé aussi sur plein de trucs. Tu vois, nous, on avait une structure à l'international avec des boîtes un peu partout et tout. C'était vraiment bordélique. Moi, j'avais fait ça en mode nomade digital à l'époque, en mode Zub, tu vois. Et j'étais un peu stressé, tu vois, de me dire merde, comment est-ce qu'on va faire pour rendre la structure viable, valorisable, carrée, etc. Et finalement, ça se fait. Ça se fait. Un expert fiscal un jour m'a dit, tu sais, la fiscalité, le jour où tu prends un contrôle, c'est que du storytelling. J'ai dit, ah, bah dans ce cas-là, parfait, j'aime bien. 100%. Ouais, et 100%, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, c'est une des plus grosses erreurs des entrepreneurs digital, business en ligne, e-com, infoprenariat, même ça, c'est tout. Ils vont avoir une fiscalité certes clean, tu déclares tes impôts, etc. Mais par exemple, à Dubaï, personne ne déclare ses revenus personnels. Du coup, en Mhm. fait, peut-être tu te verses des énormes salaires, vu que t'as pas Alors que d'impôt c'est sur le super salaire, facile en plus, j'imagine que ça doit être genre c'est pas, juste un formulaire à déclarer. ouais, c'est ça, ça prend 2 heures, tu vois. En 2 heures, tu fais ça une fois par an et c'est fini. Enfin, moi, j'ai un gars qui fait ça pour moi. Ce qui fait que du coup, quand je vais voir des banques, j'ai une fiche de paye, j'ai un Bah salaire. bien sûr. Et à Dubaï, par exemple, personne ne fait ça. C'est vraiment le schéma classique. Même les assurances. Il y a des gens qui n'ont pas d'assurance. Je te jure que c'est dingue. Et du coup, ce qui fait que, enfin, ils n'ont pas de security, enfin, pas de SSN à proprement parler comme aux US, mais l'équivalent, Ouais. l'équivalent. Mais ce qui fait que du coup, moi, je déclare mes Ouais, il y a revenus. un manque de structure et de professionnalisation qui est nécessaire pour pouvoir scaler, que j'ai compris plus tard, moi. J'ai compris plus tard, hein. Aujourd'hui, du coup,
très peu d'entrepreneurs sont aptes à faire des prêts pour, comme tu parlais par exemple, pour acheter d'autres business, ou même de justifier, de mettre ton argent dans des banques solides, etc. Il vient d'où l'argent? Uhum. Il vient de ma LLC aux US, là. Bon, elle a fermé entre-temps, elle est restée ouverte un an, on a ouvert un compte Stripe qui a sauté aussi. Mais ça vient de cette LLC, on a fait 3 millions avec, les voici. Vous les voulez? Ah bah non, dégage. Ou alors, t'as des rendements nuls, tu peux pas passer en banque privée. Enfin, tu parles à côté d'énormes opportunités, juste parce que t'as pas pris un fiscaliste que tu prends 500 balles en call une fois par mois, toi allez t'en croises deux, tu claques 1000 et puis voilà quoi. Donc pour moi c'est vraiment l'erreur numéro une Quand que vous font commencez à les... faire de l'oseille. Exactement. Et maintenant juste avant de finir, moi j'ai une question pour toi. Pourquoi la Ouais. République dominicaine aujourd'hui, tu dis que tu travailles beaucoup en Europe, il n'y a pas un problème de time zone. Moi j'adore les États-Unis. Mais j'ai ma team qui est globale et pour des raisons de time zone, pour l'instant, j'y suis pas. Enfin, pour plein de raisons. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Pourquoi? Est-ce que c'est pas trop compliqué avec la time zone vu que tu bosses beaucoup en Europe? Est-ce que tu peux me donner un petit retour d'expérience concernant la République dominicaine? Alors, comme tout dans la vie, ça se termine avec une femme. Tout tourne autour des femmes dans la vie. Faut pas rêver. L'argent, le succès, le pouvoir, la géolocalisation, tout finit par tourner autour d'une femme. Pourquoi est-ce qu'un homme de 18 ans va s'arracher les doigts du cul pour pouvoir entreprendre dans sa chambre et créer une vie différente, pour pouvoir séduire des femmes et être un gros fucking Tchad? C'est toujours pareil. Et donc, bah, bien évidemment, j'ai rencontré une femme dominicaine. Je l'ai ramenée avec moi vivre en Asie pendant un an. Et puis après, elle m'a dit, bah, tiens, j'ai envie de retourner vivre chez moi. Elle voulait passer son master à l'époque. Donc on était venu vivre ici en 2019. En 2022, je suis allé vivre au Portugal. J'ai essayé un peu l'Europe. Et j'ai pu me confronter une nouvelle fois à la chute décadente de ce qu'est l'Europe. Et du coup, quand ma femme est tombée enceinte, on est revenu vivre ici, qui est un pays en plein développement, qui est un pays dans lequel les gens sont plutôt sympas, dans lequel il fait beau toute l'année. Et pour le coup, Punta Cana est un petit Miami, donc ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais voilà, donc on a posé notre base ici. La vie, elle est sweet, clairement. Par contre, effectivement, on se fait un peu chier et le networking n'est pas le meilleur du monde. Mais bon, il y a des billets d'avion, tu bouges, tu te déplaces et c'est cool. En termes de time zone, c'est pas trop mal. C'est compliqué avec la Chine parce que là, pour le coup, on est vraiment à l'autre bout du monde, mais bon, ça se fait. Dans tous les cas, moi j'ai une collaborateur qui vit à Hong Kong aussi, donc elle peut avoir ce relais, tu vois, avec la Chine. Grosso modo, là, on a 6 heures de moins que la France. Donc en gros, quand tu te lèves le matin, donc moi je commençais tôt mes journées, hein, 7 heures, 8 heures, j'étais au bureau, tu vois, en général à 8 heures. Là maintenant, j'emmène mon fils à l'école et tout, donc c'est un petit peu différent, mais grosso modo, je démarre tôt mes journées. Et en fait, je fais un vrai sprint le matin jusque 13-14 heures. Et après, en fait, à 14 heures ici, il est 20 heures en France, plus personne ne bosse. Et puis l'après-midi, je fais mon deep work. En gros, ça se travaille un petit peu comme ça. C'est pas le meilleur fuseau horaire. Je préfère le fuseau horaire de la Thaïlande où tu te lèves en avance sur l'Europe. Mais ça a des avantages aussi. Par exemple, quand je fais des webinaires et que je veux vendre tu vois, sur webinaire, eh ben, ici il est 14 heures, là-bas il est 20 heures. Moi je suis en pleine forme, je débute ma journée. Tu vois. Je nique pas mes soirées pour faire des webinaires, hein, ce que j'ai fait. Tu vois. En Thaïlande à l'époque, tu faisais un webinaire, il était 2 heures du matin, tu étais éclaté, tu finissais au café après le webi pour descendre un peu ton niveau d'énergie et d'excitation. Voilà, c'est pas le meilleur fuseau, mais c'est pas non plus ingérable. Il y a pas mal de Français aux US. On est aussi connecté au Canada, on est aussi connecté aux îles Guadeloupe et tout ça. Donc ça ouvre d'autres opportunités. Moi, en général, mes calls le matin, c'est avec l'Europe, et puis l'après-midi, c'est avec le Canada ou les îles françaises. Donc bon, c'est pas mal. Bah écoute, ok, félicitations. Bah écoute, Enzo, merci beaucoup pour ton temps. J'ai vraiment apprécié cette petite heure et demie à tes côtés, c'était vraiment cool. Merci d'avoir accepté. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Écoute, moi, mon mantra pour cette année, qui est une année quand même de changement importante, hein, quand tu décides de vendre le business dans lequel tu t'es investi pendant 5 ans, c'est pas une décision que tu prends à la légère. C'était ma vache à lait, c'était ma plus grosse source de revenus, c'était aussi mon patrimoine que j'étais en train de bâtir. Donc c'est un gros changement. Moi, aujourd'hui, ce que je veux, c'est du kiff.
de la paix et du partage de la connexion. Tu vois. Donc c'est vraiment ce que je me souhaite pour cette année, pouvoir recréer du business et aller chercher de la croissance saine, pas me pousser au burn-out, pas me pousser à la fatigue, trouver un modèle d'entrepreneuriat où j'ai pas besoin de sacrifier mon temps, ma santé pour pouvoir créer un business qui est beaucoup plus vertueux et dans lequel tous les matins quand je me lève, je kiffe d'aller bosser et les gens avec lesquels je partage cette aventure. Donc voilà, c'est ça que je me souhaite. Tu peux me le souhaiter aussi. Et puis, c'est ce que je souhaite à tous les gens qui nous écoutent, de réussir à sortir de son trou et de créer un business qui vous inspire, un business qui vous donne envie de vous lever le matin et un business qui vous permet de vous sortir, si vous n'êtes pas encore sorti, de votre condition d'esclave moderne pour pouvoir commencer vraiment à vivre la vie, la vraie vie, votre vie, celle qui vous attend, et de commencer à vous amuser. Le jeu de la vie, c'est ce qui arrive après l'esclavage. Donc allez-y, c'est la plus belle aventure que je peux vous souhaiter, hein, clairement. C'est la plus belle aventure de ma vie. Donc allez-y à fond et kiffez le chemin. Voilà. Bah écoute, très beau mot de la fin. Merci Enzo. Bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Merci d'avoir accepté. On mettra tes liens en description. Il y a tout ce dont on a besoin pour te retrouver. N'hésitez pas à vous abonner, même si vous venez de chez Enzo, à vous abonner à la chaîne. Bien sûr, abonnez-vous à The Valère. Merci Enzo. Et puis bah écoute, merci. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Enzo et Valère. Allez, à bientôt. Ciao.